Le premier sujet du jour, c'est ce rapport. Vous l'avez, on l'a déjà très largement traité ce matin sur l'antenne de BFM Business, le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires pour revoir la fiscalité du patrimoine. Alors, on en a déjà, je vois Léonidas qui déjà soupire. Oui, on en a déjà beaucoup parlé dans le cadre de l'examen budgétaire. Et là, le CPO, qui est donc un organisme d'experts, rattaché à la Cour des comptes, qui rend des rapports hyper carré, très, très pointu sur les questions de fiscalité, fait deux choses en réalité. D'abord, dresse le diagnostic de la fiscalité du patrimoine et plutôt un bon diagnostic, on va en discuter ensemble. Après, il propose des solutions peut-être plus discutables. Je commence par le diagnostic. La fiscalité sur le patrimoine en France, c'est des taux élevés avec une assiette mitée. Pas le principe d'une bonne fiscalité vraiment. C'est une fiscalité plutôt impopulaire en dépit de son intérêt économique et inadaptée aux évolutions démographiques et sociétales. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Léonidas ? D'abord, je voudrais juste revenir sur le timing, si vous m'autorisez, parce qu'on est quand même le 2 décembre. Oui. La discussion budgétaire a démarré depuis à peu près un mois et demi, dans des conditions quand même très, 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 très chaotiques. Il y a un sujet, et personne ne dit qu'il n'y a pas de sujet, mais qu'est-ce que ce rapport n'a pas été mis en contribution au débat au mois de septembre, octobre, c'est vrai que le timing interroge. Comment ? C'est vrai que le timing interroge. Non, mais on dirait presque plus le débat est paroxystique dans l'hystérie, plus on en rajoute en termes d'alimentation du poil en pleine incandescence. Je vois Emmanuel Combe qui n'est pas tout à fait d'accord avec vous, Léonidas. Je trouve qu'au moins on met de la raison. Moi, je suis assez d'accord avec Raphaël. Quand on lit le rapport, le diagnostic, on n'est sans doute peut-être pas d'accord sur les remèdes, mais le diagnostic, il est relativement partagé ou objectif. Si je reviens sur l'histoire du patrimoine, personne ne peut contester, même si ça n'a pas augmenté depuis 20 ans. Il y a 1% de la population, si je ne dis pas de bêtises, qui détient, c'est quoi, 27%. Alors, ça n'a pas augmenté. Chez temps, c'est quand même... ça pose question. On ne peut pas dire que la France est un pays égalitaire. 10% les plus aisés qui possèdent plus de la moitié du patrimoine. Ce qui m'a frappé, j'avais pas conscience de ça. C'est un second fait. Là, on est dans les faits, donc difficile de les contester, me semble-t-il. Mais on est là pour les rappeler. Qui est de dire la part de l'héritage dans le patrimoine. Or, moi, je regardais le graphique qui était repris d'ailleurs par les Échos. J'avais pas du tout ça en tête. On est pas loin des années 1930. Je crois que 55% du patrimoine aujourd'hui est hérité. On voit bien l'idée. C'est reparti à la hausse, effectivement. La hausse de l'immobilier. Dans les années 1960, c'était 35%. On a pris 20 points. Au-delà de l'économie, et on est des économistes, et on va rester économistes, je ne veux pas faire de morale, mais ça pose quand même un problème sur la fluidité de la société. Ça veut dire qu'on est dans une société où, finalement, celui qui hérite a autant de mérite que celui qui, par son travail, réussit. Est-ce qu'on est une société d'héritiers aujourd'hui, Emmanuel ? C'est un peu le risque. Or, la démocratie, me semble-t-il, libérale, en tout cas, elle est fondée quand même sur l'ascenseur social qui concerne. Donc, 55% du patrimoine étant hérité, c'était 60% en 1930. Bon, vous me direz, c'était 80% en 1900. Mais c'est intéressant de voir, finalement, qu'il y a eu un accident. Cet accident, c'est les 30 Glorieuses. Après la Seconde Guerre mondiale. Donc je trouve que par rapport à Léonidas, je finis juste là-dessus. Je suis d'accord sur l'idée que le timing est un peu maladroit. On met de l'huile sur le feu, mais on met de l'huile sur le feu avec un diagnostic qui est quand même relativement posé par des experts. Ça nous change un peu des invectives et des propositions sans matériel empirique. Non, mais vous avez raison, mais c'est un rapport qui est riche en enseignement, mais c'est un rapport qui, parce qu'il est riche en enseignement, devrait arriver à la limite au mois de juin. Là, je suis d'accord. Un travail approfondi par rapport au sujet qui est celui, effectivement, d'aborder des questions d'égalité et de circulation de la richesse, parce que c'est ce que vous décrivez, c'est une richesse qui stagne dans des poches où il faudrait trouver des éléments de stimulation. Mais surtout, vous avez vu que le diagnostic du Conseil de prévision des prélèvements obligatoires, c'est un diagnostic pour mieux répartir la fiscalité parmi dans cette poche concernée. Ça veut dire à somme nulle, c'est-à-dire que c'est un élément qui rentre dans le débat, qui ne vient pas résoudre l'équation de ces milliards
milliards que l'on cherche pour boucler le budget. Donc c'est intéressant, prenons-le, réfléchissons-y pour l'année prochaine. Mais en soi, je trouve qu'on est dans un moment, on y reviendra, dans lequel le Premier ministre intervient pour essayer de pacifier à la fois le front parlementaire et politique et de l'autre côté le front économique. Je vois pas très bien, sauf à ce que le président de la Cour des comptes veuille régler les derniers dossiers avant de quitter. Oui, c'est ce qu'on dit beaucoup ce matin, que c'est un peu le testament de Pierre Moscovici avant de quitter la Cour des comptes au mois de janvier. Bon, écoutez, si c'est ça, on peut réfléchir à son testament. Mais je suis d'accord avec Léonidas sur le fait que c'est un rapport qui met l'accent sur l'équité, sur la répartition de l'effort. Oui, c'est une question de justice fiscale pour le CPO. D'augmenter de manière générale le rendement de l'impôt. Sauf qu'on ne peut pas complètement dissocier les questions d'efficacité, d'équité et d'efficacité. Tout ce qui est injuste, au bout d'un moment, devient inefficace. Mais je suis d'accord avec Léonidas, c'est pas avec ça qu'on va faire entrer des milliards. De toute façon, la solution n'est pas à chercher du côté de la fiscalité. Oui, on va y venir après. Là, c'est un jeu à somme nulle. C'est juste renforcer la progressivité de la fiscalité du patrimoine, faire payer davantage les riches. Juste pour terminer sur ce point, le fait d'avoir une fiscalité très élevée que l'on essaye de corriger par plein de niches, c'est ce qu'ils décrivent et désignent. C'est ce qu'ils dénoncent. Ils veulent élargir l'assiette et laisser les taux. C'est un système miné, avec des trous partout, c'est finalement la caractéristique de la totalité de notre système fiscal. Oui, malheureusement. Alors, on sait qu'une bonne fiscalité, Ludovic de Sauté, c'est assiette large, taux bas. Oui, tout à fait. Mais alors, en fait, je partage le constat, Léonidas, sur le calendrier, qui franchement correspond à pas grand-chose. Et c'est pas la première fois, là, ces dernières semaines, honnêtement, qu'on a des rapports comme ça qui sont issus soit de la Cour des comptes, soit du CPO en alternative, comme ça, qui agissent comme un comburant. C'est-à-dire, c'est pas un carburant. Un comburant, c'est quoi? C'est quelque chose qui, au contact d'un autre corps, provoque une combustion naturelle. L'autre corps étant le budget. Oui. Donc moi, je trouve que là, il y a une vraie question sur le timing, parce que ce rapport aurait été intéressant s'il était arrivé cet été, honnêtement. Il aurait nourri. D'accord. Alors après, sur le rapport, le diagnostic, il est pas mal, ok. Le scanner, on va dire, qui est posé est intéressant. Puis alors après, le logiciel de traitement, voilà. Alors il faut expliquer, on revient tout de suite aux mauvaises habitudes. Ouais. Il y a deux scénarios. Non, mais c'est-à-dire que c'est incroyable la pente qu'on a dans ce pays, qu'il va falloir qu'on arrive à résoudre et créer un vrai Big Bang, mais pas le Big Bang des propositions, le Big Bang du logiciel. C'est-à-dire qu'il y a un très bon constat dont parlait Emmanuel sur, on va dire, des déséquilibres en termes de transmission. Et aujourd'hui, il y a un ruissellement dans l'économie qui ne fonctionne plus, et ça pose plein de questions. Et puis, pam, on arrive derrière à nouveau avec des mesures fiscales, et c'est reparti. Alors, et le logiciel français se remet en service. C'est très important. D'une façon, et pour produire quelque chose qui sera à nouveau mité. Bien sûr. Voilà. Non, mais c'est-à-dire, en fait, on change le mitage. C'est très important, redit Ludovic, parce que vous avez raison, le diagnostic, si on dit il y a des poches de richesse qui bougent pas, il faut stimuler l'investissement. Il faut stimuler la capacité de ces poches à aller se placer dans des start-up, pour vraiment faire éclore de nouvelles richesses, de nouvelles entreprises, de nouveaux relais de croissance. Là, effectivement, le seul réflexe, c'est de dire qu'il faut aller le taxer. Et cette idée que l'État est là pour être constamment derrière chacun, pour aller prendre là où il y aurait un excès et le récupérer, comme si l'État était le grand ordonnateur de l'égalité, c'est une maladie. Je suis d'accord, c'est une maladie de notre logiciel collectif, et je crains malheureusement que ça réponde à une attente collective qui est une attente de fiscalité, mais c'est à nous, on y reviendra, dans les sphères économiques, à apporter ce nouveau logiciel qui dit mais stimuler l'investissement, on en a besoin. On va y revenir tout à l'heure avec le deuxième sujet sur les réformes structurelles. Oui. On ne peut pas faire une réforme fiscale aujourd'hui. Enfin, une réforme fiscale, c'est une ambition présidentielle, donc c'est pas le moment. Donc je suis d'accord avec vous sur le constat. On va remplacer un mitage par un autre mitage, mais de toute façon aujourd'hui, qui est prêt à mettre sur la table? Non, c'est impossible. Déjà politiquement, en fait, il faut refondre tout ça. Et vous l'avez dit, c'est taux bas, assiette large, sans exemption. Et la France, c'est l'art des exemptions. Et dans chaque exemption, je voudrais insister là-dessus, c'est quand même intéressant dans le rapport, c'est que finalement, on a beaucoup focalisé le débat depuis plusieurs mois sur les hauts patrimoines, ce qui est un vrai sujet. Quand on regarde quand même le taux d'imposition sur les revenus des 0,1%, il est quand même problématique. Mais ce qu'il faut dire, c'est que chaque Français a sa niche. Moi, j'ai ma niche.
Alors c'est une petite niche, je suis fonctionnaire. Non mais chacun a sa niche. Et ça, si vous voulez, c'est une société de la défiance. Pourquoi c'est une société de la défiance ? Parce que je vois toujours en l'autre, en réalité, celui qui a une niche, meilleure niche. Non mais c'est vrai. Et je me mets dedans. Moi aussi j'ai une niche. Assurance vie, livret A, etc. C'est des petites niches, j'en conviens. Mais remettre à plat en disant on va faire quelque chose de lisible. On va écrire la guerre des niches. C'est ça, la guerre des niches. Ça, c'est une réforme présidentielle. Pour moi, c'est une réforme d'ordre structurel. Donc c'est pas une réforme à la marge. Jean-Marc Ayrault avait essayé une grande remise à plat de la fiscalité. Donc on ne peut pas faire d'autre chose que discuter de la niche A, B, C, D, et finalement, en comblant une niche, on se fait un ennemi, et puis on en ouvre une autre, et chaque fois qu'il y a une niche, il y a un effet d'aubaine. On va revenir sur Dutreil, je suis peut-être plus critique. Il faut qu'on explique, un peu quand même à ceux qui nous écoutent ce que contient les fameux scénarios pour augmenter la fiscalité des plus aisés. C'est taxer le cash qui dort dans les holdings, c'est... Mais libérons-le au lieu de taxer. Raboter le Dutreil pour ramener l'exonération de 75 à 50%, augmenter la durée de détention. C'est un peu la liste des amendements du Parti Socialiste au PLF 2026. Vous les avez reconnus aussi ? Oui, moi aussi, je veux dire. Mais simplement, juste pour revenir à la société de défiance dont parlait Emmanuel à l'instant, ce 0,1% des très riches, il faut quand même aller explorer ce mythe. Parce qu'on a l'impression que tous les maux de la France se seraient liés à ce 0,1. Si on allait leur prendre ce qu'ils devraient payer, eh bien, on n'aurait ni déficit, ni justice fiscale. Attention, le rapport de l'IPP, c'est le 0,0002. Oui, voilà. Donc, véritablement, je veux bien que l'on aille épier, guetter. Je n'ai jamais dit que le problème de la France était les ultra-riches. Je dis simplement, dire qu'il n'y a pas de problème de taux d'imposition chez les ultra-riches n'est pas juste. Non, mais je n'ai pas dit que c'était le sujet. En revanche, ce qui se passe, c'est que le télescopage des séquences donne le sentiment qu'on aurait enfin trouvé les coupables de nos maux. Alors bien entendu, si on devait leur faire leur poche pour aller au bout de ce qui serait l'équité ou l'égalité espérée, ça ne résoudrait qu'une part infime des déséquilibres, des déficits et des inégalités dont nous parlons. Je voudrais revenir sur un point, peut-être aussi pour avoir l'opinion de Léonidas, qui est plus qualifié que moi. Moi, je ne connaissais pas très bien le pacte Dutreil. Oui. J'ai été quand même très étonné en lisant le rapport. Le pacte Dutreil, c'est quoi ? C'est 2005, 2003 ? C'est un dispositif. Début des années 2000, oui. 20 ans. Oui. 20 ans. Oui. On n'a pas été capable. Aucune évaluation. Alors ça 22 ans. Bluffé. Je suis allé très naïvement sur Google, j'ai tapé évaluation, et donc il y a le rapport, la CPO et Institut des politiques publiques. Mais comment est-ce possible qu'on n'évalue pas un dispositif? Ça me fait penser au crédit impôt. Parce que tout se fait par papier et que ce sont les notaires qui ont et qu'on n'avait jamais digitalisé ni fait de remontée. Non, mais moi, je vais vous donner... Je te pose ma question, elle n'est pas biaisée. Non, mais on est entre nous. Ça coûte 5 milliards. Ça coûte 5 milliards et demi même, précisément. Absolument. Non, alors on pensait que ça coûtait 500 millions. Si je lis le rapport, il nous dit... Ça permet de conserver, en effet, des entreprises dans le giron familial, la transmission. Heureusement, c'est le but de la réforme. C'est comme si on disait le protectionnisme permet de réduire les importations. C'est l'objet même de la chose. La question, c'est quel est le gain pour la collectivité? Et là, il nous dit, quand je compare un panel d'entreprises qui n'ont pas bénéficié du Dutreil à un panel qui a bénéficié, je ne vois pas de différentiel sur l'investissement et sur l'emploi. Mais ça me semble être si ce résultat est confirmé, ça me semble quand même problématique. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un manque à gagner pour l'État avec une contrepartie pour la collectivité, j'entends bien, qui visiblement, en tout cas si j'en crois cette étude, n'est pas assurée. Enfin, c'est quand même problématique. Alors, pour un économiste, il faut toujours faire une analyse coût. Je vais essayer d'être un défenseur du pacte Dutreil sans avoir une expertise économique suffisamment pointue. L'intérêt principal, on le voit quand on a un certain nombre de nos grandes entreprises qui soudainement prennent des décisions d'investissement dont on ne comprend pas du tout l'intérêt pour notre économie et pour la collectivité, que les usines se délocalisent, que des investissements vont ailleurs, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, on se rend compte que finalement ils ont été rachetés par des fonds d'investissement, que les décisions sont prises ailleurs et qu'il n'y a plus aucun enracinement. C'est vraiment documenté ça ? Oui. C'est vraiment documenté. Non, et toute l'Europe le fait. Enfin, le Mittelstand allemand Emmanuel, ce qui est parfaitement documenté, c'est que
lorsque des décisions de cette nature sont prises et que effectivement on voit des entreprises anciennes qui n'ont plus aucun enracinement et dont les décisions sont prises ailleurs, là on se dit mais pourquoi on les a pas gardées? Et on voit bien la différence avec des grandes ETI. Je ne vais pas en citer un certain nombre. J'ai forcément Radial qui me vient à l'esprit, mais c'est l'entreprise de Pierre Gattaz. Mais où l'enracinement, la volonté de s'exporter, d'avoir véritablement il y a deux sujets dans votre propos. C'est un outil du capitalisme familial, Emmanuel. Oui, il y a deux sujets dans votre propos, Léonidas. Il y a qui détient le capital de la société. Je peux être étranger et avoir des usines en France. Oui. Non, pas du tout. Attends, je finis juste. Et puis, secondement, être détenu par un capital étranger et délocalisé. Ma question était, est-il démontré que s'il n'y avait pas le pacte d'Utreil, non seulement on serait racheté par des étrangers, ce qui, à mon avis, n'est pas en soi un problème, mais est-ce que les usines fermeraient pour aller à l'étranger? Moi, j'ai plus de doutes. Enfin, je n'ai pas vu d'études nous démontrant que ce que vous appelez l'enracinement, ça a double sens, l'enracinement. C'est capital. La propriété capitalistique permet un l'enracinement territorial. C'est très important. Le capitaliste étranger n'a pas vocation à délocaliser l'entreprise. Emmanuel, il ne s'agit pas ici de dire qu'il y a les bons capitalistes et les mauvais, et les bons c'est les nôtres, et les mauvais c'est les autres. C'est pas ça l'idée. Vous l'entendre dire. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est de dire qu'on a plus de chances de garder dans le long terme un enracinement et la construction de groupes qui ont vocation à devenir de plus en plus solides et de plus en plus importants sur leur marché, qu'ils ne sont pas ballottés simplement par des fonds d'investissement. Et pour cela, il faut qu'au bout d'un certain nombre de dizaines d'années, on puisse les transmettre, et lorsqu'il y a cette décision qui est prise, eh bien on le facilite avec le pacte d'Utreil. Une fois qu'on a dit ça, et je pense que c'est parfaitement documenté sur des dizaines d'exemples. Et il doit y avoir quelques contre-exemples, j'en ai quelques-uns et on ne les citera pas à l'antenne. Mais lorsque l'on prend ce constat, ensuite il y a le pacte en lui-même tel qu'il existe, et probablement, dans ce système-là, comme dans tous les autres, il y a de l'optimisation. Alors régulièrement, aller corriger l'optimisation, c'est quelque chose de normal. On fait de l'évaluation régulière. C'était un des débats de budget 2026, pour les objets somptuaires notamment. Donc on corrige les biais d'optimisation. C'est le genre de choses que l'on fait régulièrement. Est-ce qu'on l'a fait suffisamment, souvent, depuis 20 ans sur le pacte d'Utreil? Probablement pas. Mais corriger les biais d'optimisation, c'est pas foutre en l'air un système qui a fait cette preuve. J'avais pas d'opinion sur la solution. Je pense c'est quand même problématique de dire qu'il y a un dispositif qui existe depuis 20 ans qui n'a jamais été évalué. C'est quand même, assez hallucinant du point de vue des politiques publiques. Allez, je voudrais qu'on avance, s'il vous plaît. Et du point de vue du Parlement qui est supposé contrôler les politiques publiques régulièrement. Absolument. Je voudrais qu'on avance.